un petit temps d'échange sur les politiques locales de prévention des expulsions. Donc après cette présentation vraiment d'expériences d'organismes d'HLM, l'idée c'est d'avoir un échange sur les politiques locales de prévention des expulsions qui ont été mises en place par la circulaire du 22 mars dernier et qui organise une meilleure coordination des acteurs au travers notamment de la charte de prévention des expulsions avec l'appui de la CAPEX. Donc cette charte, elle vise principalement, elle prévoit un renforcement des moyens d'accompagnement social et elle vise à prévenir, à éviter les expulsions sans relogement des ménages de bonne foi. Donc l'objectif est de discuter de ces politiques locales avec d'une part Sylvain Mathieu qui est délégué interministériel à l'hébergement et à l'accès au logement et qui est en charge de la coordination de cette politique nationale de prévention des expulsions, et Valérie Fournier qui est donc vice-présidente de l'USH, présidente de la commission politique sociale de l'USH qui s'appelle commission attribution, mixité et gestion sociale. Donc peut-être avant de démarrer sur le cœur de cette circulaire, peut-être un premier retour sur ce que vous avez entendu, les témoignages des organismes qui montrent quand même une évolution, une forte professionnalisation des pratiques. C'est Sylvain Mathieu peut-être. Bonjour. Alors d'abord, sur la question, est-ce que les bailleurs sociaux sont engagés dans la prévention des expulsions, on peut clairement répondre oui. C'est évident, mais il s'agit de le réaffirmer parce que si on avait les mêmes soucis à gérer à la même hauteur dans le privé, je pense qu'on irait très fortement en avant dans la prévention des expulsions. Dans le cadre des bailleurs sociaux, on est sur une politique où il y a certainement des marges de progrès, mais où les acteurs ils sont résolument à agir dans cette prévention. Et puis, on a évidemment des bailleurs qui ont la capacité et on n'a pas cet éparpillement qu'on peut observer dans le privé. Moi, ce que j'ai retenu particulièrement, c'est des choses qui vont bien dans le sens de la circulaire du 22 mars. D'abord, il y a la question de l'agir le plus en amont possible. C'est vraiment l'ADN de cette circulaire du 22 mars. Il faut prévenir. Alors j'ai entendu qu'on prévenait même avant l'attribution du logement et qu'on essayait de repérer les difficultés, mais le sujet évidemment c'est la détection des fragilités et puis la réaction dès que on a des incidents de paiement. Le deuxième point qui m'a particulièrement, que j'ai particulièrement noté, c'est l'allée vert. Alors vous le savez, le président de la République a annoncé le plan logement d'abord. L'allée vert fait partie d'un des éléments de l'accompagnement social qu'on souhaite mettre en avant. Mais dans le cadre de la prévention des expulsions, c'est évidemment aussi le sujet de la prévention des ruptures. Et donc l'allée vert, il est absolument essentiel. Alors on est sur une politique des bailleurs sociaux de ce point de vue-là qui marche plutôt pas mal. J'ai relevé dans l'excellente étude de la direction des politiques sociales et urbaines de l'USH 3 chiffres. 18,5% d'impayés, 6,4% d'impayés de plus de 3 mois et 1,3% de plus de 12 mois. Donc on voit visiblement le travail qui est fait par les bailleurs sociaux pour descendre le nombre de personnes, de ménages qui sont en réelle difficulté et avec qui on doit engager un travail un peu long. Le troisième point que j'ai retenu, c'est la question de l'accompagnement, et de l'accompagnement pluridisciplinaire. Alors, c'est vrai qu'il y a un débat sur l'internalisation de l'accompagnement à l'intérieur des organismes ou bien de l'externalisation auprès d'une association. D'une certaine manière, là, on avait 2 volants d'ailleurs qui pouvaient se recouvrer. Moi, je pense que les choses ne s'opposent pas. Il y a un travail de fond qui est fait par l'organisme à travers notamment les CESF ou les travailleurs sociaux qui sont en charge de ça. Et puis, il doit y avoir souvent, en tous les cas, appel à, on va dire, une cellule cas complète, c'est-à-dire soit qui est à l'extérieur, soit qui est à l'intérieur de l'organisme, mais qui va, comme ça a été décrit, aller plus loin dans l'allée vert, va faire ouvrir la porte parce que l'essentiel c'est de rentrer en contact. Donc ça c'est un point qui me paraît extrêmement important. Dernier point pour moi que j'ai particulièrement noté, c'est la question de la continuité du suivi. Et qui peut aller d'ailleurs jusqu'à la mutualisation interbailleurs. Continuité du suivi, je la lis aussi sur les questions de fusion entre les services amiables et contentieux.
je pense très fortement qu'il faut éviter cette rupture. Il y a une rupture d'information et puis d'une certaine manière, c'est la même personne qu'on suit de bout en bout. Et à tous les stades de la procédure, il y a manière de remettre les personnes dans un train normal notamment de paiement des loyers, puisque le non-paiement des loyers, c'est l'essentiel qui crée le contentieux. Donc je pense que là-dessus, il y a évidemment à améliorer les choses. Alors, moi juste, mais je ne vais pas être plus long, je pense qu'il y a des marges de progrès. Heureusement. Il y a des marges de progrès dans la mutualisation interbailleurs, elle est extrêmement difficile. On a vu un exemple qui fonctionne, mais globalement, c'est un sujet compliqué pour tout le monde, avec des problèmes de confiance entre bailleurs vis-à-vis des ménages qu'on se passe les uns les autres. Et puis, les bailleurs ne sont pas tout seuls, ils sont dans un réseau. Ils sont aussi dépendants des systèmes d'information qui existent, y compris vers la CAPEX, y compris ce que font passer les huissiers, y compris aussi, par exemple, sur les autres acteurs du travail social qui doivent agir également dans le même sens que le bailleur. Bon, donc quand même pas mal de points positifs sur le travail important des organismes. Valérie Fournier, je suppose que vous appuyez ça. Alors, d'abord, sur les 3 exemples, alors je m'excuse pour je suis désolée, pour le seul office dont je connais moins l'exemple, mais pour les 2 autres, ils ont été financés par le Fonds d'innovation sociale, donc je les connais depuis longtemps. Je pense que, en fait, ces 3 exemples, quel que soit l'organisme, traduisent quand même, et d'ailleurs même dans notre débat, elles traduisent plusieurs choses. D'abord, finalement, on a pendant longtemps fait la gestion et l'impayé. Et c'était ça notre paradigme. Hein. Aujourd'hui, on n'a pas une table ronde sur la gestion de nos impayés, on a une table ronde sur la prévention des expulsions. Donc je pense que ça, c'est fondamentalement une évolution de regard et pas que de regard. Je pense que aussi ça traduit que chez les organismes, en tout cas c'est moi ce que je ressens, il y a vraiment une évolution même de la conception de nos métiers. C'est-à-dire qu'on a été des constructeurs de logements, des gestionnaires de logements durables. On a été des gens qui sont rentrés dans la qualité du service habitat au sens de la prestation du bâtiment. Je pense que depuis ces dernières années, d'abord parce que la précarité augmente et que les publics que nous accueillons sont en difficulté de plus en plus rapidement, nous sommes rentrés dans la question de l'innovation sociale, du lien social, de l'accompagnement social, parce que de mon point de vue, comme on l'échangeait, et je pense qu'il y a chez les bailleurs sociaux expulsion quand il y a, comme ça a été montré, rupture du lien et du dialogue. En fait, la difficulté quand on arrive au bout de l'expulsion, c'est souvent parce qu'on n'arrive plus à toucher, et les 2 exemples ont bien montré qu'à ce moment-là, il faut biaiser les systèmes réglementaires, institutionnels qui sont pas illégitimes, bien au contraire, mais parce que quand quelqu'un ne répond plus aux assistantes sociales de quartier, quand on n'a plus les mécanismes normaux, parce qu'on a besoin de souvent aller les chercher à des heures différentes, dans des conditions différentes, eh ben, si nous ne faisons pas cet effort-là, on se rend bien compte que le lien n'existe plus. Et c'est là où c'est finalement quand on repasse la personne dans une espèce de process administratif automatisé. Et je pense que tout ce que les bailleurs sociaux font aujourd'hui, c'est de réintégrer la personne au cœur de leur process, et c'est vraiment ce que les 3 exemples de mon point de vue ont montré. Par ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, au-delà de l'expulsion, on a globalement un sujet qui est celui, et Atlantique l'a fait, qui est celui de la prévention dès l'entrée dans le logement. C'est-à-dire qu'on a des gens qui rentrent, et particulièrement sur le logement d'abord, qui n'ont pas toujours... moi, je me rappelle... on a eu un débat chez un bailleur chez moi, donc vous voyez, comme ça je fais mon mea culpa, où en conseil d'administration, on a expliqué qu'il y avait eu tant de demandes de dossiers d'allo, de demandes traitées, et qu'on en avait eu 900 qui n'avaient pas répondu au courrier d'attribution. Et donc, quand vous vous arrêtez à ce chiffre, vous vous dites, finalement, s'il y en a 900 qui n'ont pas répondu, c'est qu'ils ne sont pas vraiment prioritaires, ils n'avaient pas vraiment besoin de logement, etc., etc. Mais le problème, c'est que si on n'est pas entré en contact, parce que finalement, l'accès au logement pour une personne pauvre, c'est
la capacité de choisir, de comprendre, de savoir comment il va rentrer dans le logement, souvent en plus avec des parcours compliqués. Et donc je pense que le sujet global de la gestion locative pour nous aujourd'hui, même avant la question de la dégradation de la situation, c'est de réintégrer tous ces dispositifs d'accompagnement. Alors bien évidemment, ça veut dire des sous. Voilà, et en ce moment particulièrement, puisque c'est un congrès particulièrement prolixe en sous collectifs mis sur le logement, et parce que tous finalement ces bailleurs jusqu'à présent, ils ont financé soit sur leur propre, soit par des dispositifs de mutualisation interbailleurs comme des fonds, soit par le logement d'abord, mais on a financé quelque part cet accompagnement, ce qui pose souci d'ailleurs dans l'action pérenne. Donc je pense que un des soucis, c'est celui-là. Oui. Bon, je vais répondre sur les sous. Mais je suis vraiment d'accord sur le fait qu'il y a eu une évolution de la prise en compte par les bailleurs. Mais là où j'ai une petite nuance, c'est qu'il me semble qu'on n'est pas arrivé au bout. C'est-à-dire que ça interroge le modèle du travail social. Finalement, les bailleurs, ils l'ont fait, comment dire, par défaut. C'est-à-dire, normalement, dans le modèle des années 70, 80, 90, c'est plutôt un modèle de la polyvalence de secteur où, normalement, les travailleurs sociaux doivent résoudre les problèmes. Les bailleurs sociaux, et c'est heureux, ils ont peu à peu internalisé la question du travail social. Et notamment, en y introduisant des innovations, on parlait de l'aller vert, on parlait du travail en réseau, etc. Bon. Dans le logement d'abord et dans le cadre de la prévention des expulsions, et de ce point de vue-là, c'était symptomatique. D'ailleurs, la question qui a été posée sur les CAPEX, on voyait que, bon, ouais c'est vrai, il y a la CAPEX. Bon, c'est vrai que la CAPEX, ça va aussi se tourner beaucoup vers les bailleurs privés. Là, il y a un sujet où eux ne peuvent pas s'appuyer sur des travailleurs sociaux internes. Mais il y a quand même à réfléchir sur vers quoi on veut aller. Moi, je suis, du fait d'un certain pragmatisme et de l'efficacité, je suis pour que les bailleurs sociaux de plus en plus internalisent le travail social. Alors, est-ce que c'est par défaut, est-ce que c'est par dépit du fait que malgré tout on reste sur des politiques de guichet dans le travail social classique et qui a sa place, hein, mais où là l'aller vert est absolument essentiel. Bon, mais c'est surtout efficace. C'est surtout efficace. Il y a une question de financement. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que cette internalisation, elle s'est faite à travers des appels à projets, à travers le logement accompagné, etc., etc. Bon, ben, on est peut-être au moment où il faut se dire comment on cadre clairement le travail des bailleurs sociaux pour le travail social des bailleurs sociaux, qu'ils le fassent en interne, qu'ils l'externalisent ou qu'ils soient sur un modèle mixte, de façon à ce que chacun soit engagé là-dedans et ait de la visibilité, y compris financière, parce qu'on sait que ça marche, on sait que c'est efficace et que c'est bon pour tout le monde, parce que quand on évite une expulsion, tout le monde absolument y gagne, le locataire en premier, mais les bailleurs et les finances publiques. Non, mais, bon, je crois qu'on n'est pas si éloigné que ça. Il y a une petite savourée. Mais moi, à titre personnel, hein, pour avoir vécu beaucoup d'expériences dans les ESH, mais dans les autres organismes aussi, où il y a la connexion, je pense quand même que on est riche aussi de la dualité du regard. C'est-à-dire que je ne crois pas, c'est pas du tout, si le sujet c'est de dire on internalise au sens où nous revendiquons que l'accompagnement et la participation à cette mission soit une mission, soit dans notre mission sociale, je n'ai pas de sujet. Par contre, je pense, pour l'avoir vécu, d'abord, je pense que, alors pour voir par exemple l'exemple d'Épernay, où on est quand même sur la base, sur un club de prévention qui a quand même grandement évolué. Vous voyez, on n'est plus sur le système où on arrive sur un banc et on attend que le jeune vienne vous voir et vous consulter, parce qu'il faut quand même qu'on soit dans une société libertaire et ne pas lui imposer grand-chose. Donc je pense que les travailleurs sociaux et les associations ont fait énormément d'évolution,
peut-être aussi parce qu'elles ont plus de difficultés financières et qu'elles les ont eues plus rapidement. Mais en tout cas, et je pense que ce double regard, moi pour l'avoir vécu, par exemple, chez un bailleur, Colomiers Habitat, calme, pas de grandes difficultés, etc. Et un jour, ils ont quand même emmené toute la gestion locative à aller voir le Secours populaire. Et en fait, à faire partie de la distribution du Secours populaire, à se rendre compte que leurs locataires étaient là au Secours populaire, etc., à participer aux actions, etc., ça a quand même changé le regard de la gestion locative. Et ça, c'est aussi un élément important de la dualité. Donc moi, je n'ai pas de sujet à dire, il faut que nous sommes sur l'accompagnement social. Je ne suis pas trop en plus pour le système anglais qui fait qu'on est tout en tout. Mais par contre, je pense que c'est important de garder la dualité des regards. Alors, sur ce premier échange, effectivement, sur le positionnement des organismes, donc on peut avancer sur l'instruction du 22 mars elle-même qui met en place cette politique. Donc, peut-être, elle prévoit vraiment une coordination des acteurs, elle met la charte de prévention au centre du dispositif, il va y avoir des engagements fixés aux organismes qu'il va falloir qu'ils négocient. Et puis, cette charte, elle prévoit aussi un renforcement des moyens d'accompagnement social et elle dit effectivement qu'elle vise à éviter les expulsions sans relogement et elle prévoit également que les bailleurs sociaux doivent tendre vers un zéro expulsion sans relogement. Donc voilà, sur ces textes, peut-être nous dire, vous, puisque vous êtes pilote de cette politique, comment vous voyez sa mise en œuvre, qu'est-ce que vous attendez de sa mise en œuvre sur les territoires, et puis ensuite le point de vue peut-être de l'USH. Bon, encore une fois, cette circulaire, elle est importante. C'est son annexe aussi qui est très importante parce que l'annexe rentre beaucoup plus dans l'opérationnel que la circulaire qui définit le cadre. Elle est aussi pour le privé, hein, il faut le rappeler, parce que y a un certain nombre de choses où les bailleurs sociaux, en tous les cas dans la prévention des expulsions, sont très 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 en avance par rapport au secteur privé. Donc il faut conserver ce regard global. Le sujet pour nous, dans la charte départementale, c'est notamment de repréciser le rôle des acteurs. Parce que la charte, elle doit jouer un rôle absolument central. Donc, elle détermine la politique qui va s'exercer. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de cadrer l'exercice, c'est-à-dire d'abord de fixer des objectifs quantitatifs. En gros, baisser le nombre d'expulsions. Alors, on a eu un petit débat sur tendre vers le zéro expulsion pour les bailleurs sociaux. Alors, pour les locataires de bonne foi, c'est marqué dans le reste de la circulaire. Hein. Bon, il y a un sujet bonne foi, mauvaise foi, vous en avez parlé tout à l'heure, mais clairement, on a un intérêt collectif à tendre vers ça. On ne dit pas il faut inscrire zéro, on dit qu'il faut tendre vers le zéro. Deuxièmement, il y a une question d'amélioration de la formation des acteurs. Tout notre objectif pour les bailleurs sociaux, c'est pas de les laisser seuls. C'est-à-dire, sur le débat internalisation-externalisation, le sujet, c'est aussi de se mettre en réseau. Donc, là-dessus, on arrivera à avoir des dispositifs de prévention et de repérage à partir du moment où les acteurs ils seront à la fois formés à les repérer, mais aussi à les traiter, c'est-à-dire à les diriger les locataires vers les dispositifs qui sont capables de trouver une réponse à leurs difficultés. Et puis, c'est clair que là-dessus, le diagnostic social, c'est un élément central. Alors, on parle beaucoup plus, encore une fois, du secteur privé, mais le diagnostic social qui est obligatoire au niveau de l'assignation, bon, nous, on souhaite qu'il remonte de plus en plus, et c'est ce qui a été décrit d'une certaine manière, c'est-à-dire il y a un signalement qui est fait par la gestion locative, et puis là, on va essayer de rentrer en contact pour comprendre ce qui se passe et apporter des solutions. On est dans le travail social, professionnel, classique. Ben, c'est ce modèle-là qu'on souhaite développer. Et puis, globalement, il y a la question de l'articulation des dispositifs d'appurement de la dette. Bon, c'est là aussi où il y a même un intérêt financier pour les bailleurs sociaux à agir le plus en amont.
vous êtes à peu près à 54 millions de PRP, d'appurement de la dette, de plan de redressement personnel. Bon, 54 millions, c'est une somme. Donc, c'est évident que là-dessus, on a à travailler pour éviter cette phase. Bon, il y a dans le projet de loi, dans le prochain projet de loi logement, il y a quelque chose qui va s'articuler entre le juge et la commission de surendettement, parce que les spécialistes savent qu'il y a des dissensions entre les deux institutions avec des délais. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait trop complexe. Mais ce qu'on veut, c'est surtout pas en arriver là. Voilà. Et pas en arriver là, ça veut vraiment dire travailler sur cette prévention le plus en amont. Dernière chose, c'est la question du relogement. Bon, je parlais tout à l'heure de la mutualisation. C'est clair qu'il faut aller beaucoup plus vers ça. C'est évidemment compliqué pour un bailleur social de reloger, y compris en interne, un ménage qui a une dette locative importante, enfin bon, même si on travaille avec le FSL. Je pense que la mutualisation interbailleur, c'est un élément fort. Simplement, et ça a été dit, il faut un tiers, et il faut instaurer la confiance, parce qu'il y a toujours un moment où on va prendre un ménage peut-être un peu plus compliqué que celui qu'on a passé. En tous les cas, on en a le sentiment. Bon, mais tout ça se lisse dans la durée. Donc, là, il doit y avoir une forte confiance entre les partenaires et il doit y avoir un tiers qui organise la bonne gestion de ça. Donc, globalement, il y a une reprécision du rôle des acteurs. Il y a un travail sur repérer le plus possible en amont. Et puis, dernière chose, il y a la modalité d'une organisation territoriale. Les CAPET, c'est très bien, mais une CAPET centrale dans un département important, bon courage. Il faut évidemment démultiplier les CAPET. Les bailleurs sociaux, ils sont très importants. Ils ont d'une certaine manière leur propre CAPET. Enfin, on voit bien à travers les différents comités de coordination qui ont été décrits, ça ressemble beaucoup. Bon, bah c'est la même idée qui doit se faire au niveau du département avec une bonne couverture et surtout avec cette idée permanente d'essayer de repérer les difficultés pour pouvoir les traiter. On a les moyens de traiter les choses en amont. Et encore une fois, j'insiste, mais une expulsion coûte très cher à tout le monde. Il y a la dette qui n'est pas payée, évidemment le ménage qui retombe plus bas, l'hébergement qui suit derrière, et sans doute un relogement chez un bailleur social parce qu'il faudra bien y venir. Si on peut éviter tout ça, c'est très bien. Non, mais je pense que, on est complètement d'accord sur l'objectif de la charte. Deuxièmement, moi je pense qu'elle apporte une dimension intéressante par rapport au sujet, c'est qu'elle reprend une pratique qui existait, espèce sui generis dans le Nord notamment, etc., dans un certain nombre de départements, où on met tout le monde au sujet. Parce que je pense qu'en plus, le sujet aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir un diagnostic global. Les gens n'ont pas une seule problématique, et quand ils ont une problématique pour payer leur loyer, ils ont souvent, d'expérience, plein de problématiques. Et le problème, c'est que en France, on a des silos. Chacun traite son silo, sa problématique. On voit le même, il a 15 rendez-vous dans la semaine. En plus, pour qu'il comprenne qu'il faut qu'il fasse ses 15 rendez-vous et qu'il remplisse 35 dossiers différents, franchement, quand on ne va pas bien et qu'on est en situation fragile, nous, on l'a vu à plusieurs reprises. Vous pouvez avoir des gens qui se retrouvent dans l'incapacité de trouver un emploi simplement parce qu'il faut un permis, mais qu'on ne sait pas qu'on peut aller à la mairie pour déposer le prêt à taux zéro, qu'on peut aller au centre de formation faire autre chose, etc., etc. Donc, je pense que le sujet français, c'est vraiment d'arriver à trouver ce diagnostic global et à défaut d'avoir le travailleur social multi-contrat qui assurerait cette couche horizontale au milieu des silos. Je pense que l'intérêt de la charte, c'est vraiment celui-là, c'est vraiment de mettre tous les acteurs et que justement, au moins, on ait un partage du diagnostic et un partage de l'action. Après, moi, je pense, et j'en suis aussi complètement d'accord, que quand on commence à créer de la dette, très vite, on ne peut plus rien faire. C'est-à-dire quand un locataire HLM, il arrive à 500 000 euros de dette, c'est terminé. Il faut comprendre qu'à un moment donné,
il y a une mécanique de l'impossibilité à faire. Donc tout le boulot, et je ne connais pas de bailleur qui n'en soit pas conscient. Alors il y a toujours des mauvais exemples, hein, c'est pour ça que... Mais en fait, de manière générale et très globale, je suis intimement persuadée que voilà, on ne peut pas, quand on commence à traiter le problème, il faut le traiter en amont. Et je suis tout à fait d'accord, on perd 10 fois plus d'argent en huissier, en avocat, en procédure et en coût social. Parce que le coût social, il existe, et je connais rarement, pour avoir vu des bailleurs ou des gens de la gestion locative avoir à assumer des expulsions. Franchement, personne, et pas plus le bailleur que la personne expulsée, ne se sent particulièrement heureux ce jour-là. Donc après, je pense en plus que l'avantage de cette coordination des acteurs, ça permettra justement de régler un autre sujet qui est toujours le même, qui est le même sur l'attribution ou les choses, qui est de partager le diagnostic, donc d'avoir en amont une idée de la bonne ou de la mauvaise foi. Parce que le sujet de la bonne et de la mauvaise foi, c'est de l'outiller, c'est de la rendre compréhensible, et finalement en ayant tous la même vision du dossier et en le faisant ensemble, il y a aussi un partage qui permet à la fin, si jamais la personne est vraiment de mauvaise foi, ce qui quand même arrive aussi dans la vie, qu'on puisse avoir tellement connu ensemble le dossier qu'il n'y a même plus de sujet à la justification de la mauvaise foi. Alors que si on arrive au bout d'une procédure, tout le monde peut dire oui, mais est-ce que vous avez vraiment fait ce qu'il fallait, etc., etc. Donc je pense que c'est ça l'intérêt de la charte. Et de ce point de vue-là, je suis sûre que les bailleurs seront acteurs et heureux d'en être acteurs.